Vous connaissez un théorème plus célèbre que le théorème de Pythagore, vous? En plus, il a de vraies applications dans la vie de tous les jours et depuis des temps immémoriaux, depuis le temps des pharaons. Rendez-vous compte, chaque crue du Nil effaçait les limites des champs et il fallait les retracer chaque année. Alors, les Égyptiens sortaient leur outil miracle, la corde à 13 nœuds. Ils tendaient la corde comme sur l'illustration, de manière à former un triangle de côtés 3, 4 et 5. Donc, un triangle rectangle d'après le théorème de Pythagore. C'est magique. Euh, le problème est que on n'a aucune trace, ni dans l'archéologie, ni dans les textes, de cette fameuse corde à 13 nœuds. Alors, d'où vient la légende des crues du Nil et des tendeurs de cordes? À l'origine, elle vient d'Hérodote, le père de l'histoire. Il vivait après Thalès et Pythagore, mais avant Platon et Euclide. Si le fleuve enlevait à quelqu'un une partie de sa portion, il veut dire du terrain qui lui était attribué, il allait trouver le roi et lui exposer ce qui était arrivé. Ce prince envoyait sur les lieux des arpenteurs pour voir de combien l'héritage était diminué, afin de ne faire payer la redevance qu'à proportion du fonds qui restait. Voilà, je crois, l'origine de la géométrie qui a passé de ce pays en Grèce. Que l'arpentage ait été à l'origine de problèmes concrets, c'est probable. Mais réduire l'origine de la géométrie à la mesure de la Terre, comme on l'a fait pendant des siècles à la suite d'Hérodote, c'est un peu court. L'astronomie a certainement joué un plus grand rôle que l'arpentage, et l'architecture aussi. Qu'il y ait eu des tendeurs de cordes en Égypte ne fait pas de doute, au point que le mot qui désigne les arpenteurs, arpedonatai, signifie tendeur de cordes. Les arpenteurs étaient convoqués non seulement pour borner les terrains agricoles, mais aussi pour la construction des monuments, comme les pyramides. Le problème est que dans les représentations qui nous sont parvenues, comme sur cette image, les cordes qu'ils tendent sont toujours lisses. Aucune trace de la fameuse corde à 13 nœuds. D'ailleurs, dans les rares documents portant sur les mathématiques égyptiennes, on n'a retrouvé qu'un seul passage qui ait un quelconque rapport avec le théorème de Pythagore. C'est un petit exercice dans le papyrus de Berlin. On te dit que la surface d'un carré qui est de 100 coudées carrés est égale à celle de deux carrés plus petits. Le côté d'un de ces carrés est la moitié plus le quart de l'autre. Quels sont les côtés des deux carrés inconnus? Le plus petit côté est 6, soit la moitié plus le quart de l'autre côté qui fait 8. La somme des deux carrés fait bien 100. C'est le fameux triplet 3, 4, 5, multiplié par 2. Constatez qu'il n'est absolument pas question de triangle, ni d'angle droit. Il s'agissait juste de trouver trois entiers tels que la somme des carrés des deux plus petits soit le carré du plus grand. C'est ce qu'on appelle un triplet pythagoricien. C'est un problème exclusivement arithmétique, et c'est d'ailleurs le seul que l'on puisse relier sans ambiguïté à l'école de Pythagore. Rien ne permet d'affirmer que Pythagore savait qu'un triplet pythagoricien peut être vu comme les trois côtés d'un triangle rectangle. A fortiori, rien ne prouve que Pythagore savait démontrer que les côtés d'un triangle rectangle formaient toujours un triplet pythagoricien. Mais revenons au triplet 3, 4, 5. A-t-il vraiment été utilisé pour tracer des angles droits? Oui, mais pas avec la corde à 13 nœuds. La première trace qu'on en ait se trouve dans l'architecture de Vitruve, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Pythagore a de même inventé et fait connaître la manière de tracer un angle droit.
On prend trois règles qui ont de longueur, l'une 3 pieds, l'autre 4, la troisième 5. On les dispose de manière que, se joignant par leurs extrémités, elles présentent un triangle qui donnera une équerre juste. Vous le voyez, il n'est pas question de cordes, mais de trois règles. Le procédé est attribué à Pythagore. Dès qu'il eut fait cette découverte, Pythagore, ne doutant point qu'il ne l'a dû à une inspiration des muses, leur rendit de très grandes actions de grâce, et leur immola, dit-on, des victimes. On ne sait pas vraiment de quoi Pythagore était si fier, mais la tradition du sacrifice est rapportée également par Diogène Laërce. Apollodore le calculateur rapporte qu'il immola une hécatombe lorsqu'il eut découvert que le carré de l'hypoténuse dans le triangle rectangle est égal au carré des deux autres côtés. Sur quoi furent composés ces vers? Pythagore trouva cette ligne célèbre pour laquelle il offrit aux dieux une brillante hécatombe. Une hécatombe, vraiment. Étymologiquement, 100 bêtes sacrifiées. Allons donc, ça ne ressemble pas du tout à Pythagore le végétarien. Même que Cicéron, ça n'offusque. Comment veut-on me faire accroire que Pythagore eût pu sacrifier un bœuf en l'honneur des muses, lorsqu'il est constant, au contraire, qu'il refusa d'immoler une victime sur l'autel d'Apollon d'Élien, voulant ainsi éviter de répandre le sang? De Vitruve, vous connaissez les proportions du corps humain, magnifiquement illustrées par Léonard de Vinci. Voici ce qu'en dit Vitruve. Le centre du corps est naturellement au nombril. Qu'un homme, en effet, soit couché sur le dos, les mains et les pieds étendus, si l'une des branches d'un compas est appuyée sur le nombril, l'autre, en décrivant une ligne circulaire, touchera les doigts des pieds et des mains. Et de même qu'un cercle peut être figuré avec le corps ainsi étendu, de même on peut y trouver un carré. Car si on prend la mesure qui se trouve entre l'extrémité des pieds et le sommet de la tête, et qu'on la rapporte à celle des bras ouverts, on verra que la largeur répond à la hauteur, comme dans un carré fait à l'équerre. Bien, mais Vitruve, c'était avant Jésus-Christ, et une invention aussi mirifique que la corde à 13 nœuds a pu être faite après. On lit un peu partout que les maçons du Moyen Âge utilisaient cette fameuse corde. Il me semble que si c'était le cas, Léon Battista Alberti, un architecte et mathématicien de la Renaissance, grand admirateur de Vitruve, l'aurait su. Or, voici ce qu'il dit. Les anciens faisaient cet équerre de 3 règles qu'ils ajustaient l'une contre l'autre en façon de triangle. La première était de 3 coudées, la deuxième de 4 et la troisième de 5, comme vous le voyez sur la figure. Ah, toujours pas question de corde à 13 nœuds. Le seul indice contraire se trouve dans cette représentation des 7 arts libéraux, extraite du Jardin des Délices, un magnifique manuscrit du XIIe siècle. L'arithmétique a la tête à l'envers, à gauche de la musique. Elle tient à la main une sorte d'arc. La voici à l'endroit. On dirait bien que l'arc est une corde à nœuds, sauf qu'il y en a plus de 13. Qu'on ait eu besoin de marquer des intervalles réguliers sur un instrument de mesure est attesté depuis longtemps. Jusqu'à récemment, les arpenteurs utilisaient des chaînes de 10 mètres comme celle-ci, avec un maillon tous les 20 centimètres. Mais ils ne l'utilisaient pas pour faire des triangles de 3, 4, 5. Pour les angles, ils utilisaient une équerre, qui était un instrument de visée, avec des fentes. Ce fameux triangle de 3, 4, 5 était chargé par les Égyptiens de tout un tas de significations symboliques, selon Plutarque. Il paraît probable que c'est au plus beau des triangles, au triangle rectangle, que les Égyptiens assimilent spécialement la nature de l'univers. Et du reste,
C'est de ce triangle que Platon semble s'être servi dans sa République pour représenter le mariage sous une forme rectiligne. Dans ce triangle rectangle, un des côtés de l'angle droit est représenté par 3, la base l'est par 4 et l'hypoténuse par 5. Or, le carré de celle-ci est égal à la somme des carrés faits sur les deux côtés qui contiennent l'angle droit. Il faut donc concevoir que le côté de l'angle droit représente le mâle, que la base du triangle représente la femelle et que l'hypoténuse est le produit des deux. Qu'ainsi Osiris est le premier principe, qu'Isis en reçoit les influences et que Horus est le résultat de l'opération de l'un et de l'autre. Ce genre de mystique des nombres était le fondement de la religion de Pythagore. Que celui-ci ait connu au moins le triplet 3, 4, 5 est attesté par Proclus. On commence par prendre un nombre impair pour représenter le petit côté de l'angle droit. On l'élève au carré. En retranchant une unité et prenant la moitié, on a pour résultat le plus grand des deux côtés de l'angle droit. Au contraire, en ajoutant une unité au carré et prenant la moitié, on a l'hypoténuse. Ainsi, je prends le nombre 3, j'en forme le carré, j'ai 9. Je retranche 1, j'ai 8. Je prends la moitié, j'ai 4. C'est le grand côté de l'angle droit. Je prends le carré 9 et j'ajoute 1, j'ai 10. Je prends la moitié, j'ai 5. C'est l'hypoténuse. Et j'ai un triangle rectangle formé des côtés 3, 4, 5. Vous voyez la formule générale et pourquoi elle marche. Cette méthode est effectivement bien dans la logique arithmétique de Pythagore. Le même Proclus attribue une méthode analogue à Platon. Prenons donc le nombre pair donné. On le pose comme l'un des côtés de l'angle droit. Puis on le divise par 2 et l'on forme le carré de la moitié. En ajoutant une unité, on a l'hypoténuse. Au contraire, en retranchant une unité, on a le second côté de l'angle droit. Ainsi, je prends le nombre 4, je le divise par 2 et je forme le carré, ce qui reproduit le même nombre 4. Retranchant une unité, j'ai 3. L'ajoutant au contraire, j'ai 5. Et je retrouve ainsi le même triangle déjà obtenu par la première méthode. Proclus est bien conscient que la solution d'Euclide est beaucoup plus générale. Elle se trouve dans le livre 10 des éléments. Trouver deux nombres carrés, de manière que leur somme soit un carré. Comme d'habitude chez Euclide, il faut beaucoup réfléchir pour comprendre sa construction et constater qu'il donne la solution la plus générale possible. Même si Euclide ne le démontre pas, il s'agit bien d'une caractérisation. En termes modernes, le théorème dit que si on suppose x et y premiers entre eux et x pairs, alors il faut et il suffit qu'il existe des entiers m et n de parités opposées, premiers entre eux, tels que m plus grand que n, x égale 2mn, y égale m2 moins n2, et z égale m2 plus n2. Trouver des triplets pythagoriciens donne lieu à d'innombrables exercices, à commencer par une bonne partie des arithmétiques de Diophante. Fibonacci l'avait tellement bien compris qu'il en fait le point de départ du livre des carrés. La première ligne dit « Ici commence le livre des carrés par Léonard de Pise en l'an 1225. » Le livre est dédié à Frédéric II et Fibonacci explique pourquoi dans les lignes suivantes. Quand maître Dominique m'a conduit au pied de votre majesté céleste, prince très glorieux, seigneur Frédéric, je rencontrai maître Jean de Palerme. Il me posa une question qui lui était venue à l'esprit, appartenant autant à la géométrie qu'à l'arithmétique. Trouver un nombre carré tel que, quand 5 est ajouté ou soustrait, on trouve encore des carrés. Donc, si on oublie la valeur 5 qui n'a rien de spécial, Fibonacci cherche 3 carrés x2, y2, z2,
en progression arithmétique, c'est-à-dire telle que x2 plus z2 égale 2y2. Oui, mais si x2 plus z2 est pair, c'est que x2 et z2 ont la même parité. Donc aussi, x et z sont de même parité. Et z plus x comme z moins x sont pairs. On trouve donc que z moins x sur 2, z plus x sur 2 et y forment un triplet pythagoricien. Et à partir de là, Fibonacci se lance dans un développement extrêmement brillant, tellement qu'il faudra bien que je vous le raconte un jour. Il commence par donner plusieurs méthodes pour obtenir des triplets pythagoriciens, en commençant par la plus simple. Pour trouver deux carrés dont la somme est un carré, je prendrai un carré impair qui sera un de mes deux carrés. L'autre sera la somme des nombres impairs de l'unité jusqu'à celui que j'ai choisi. Par exemple, je prendrai 9 comme carré. L'autre sera la somme des nombres impairs inférieurs à 9, soit 1 plus 3 plus 5 plus 7 égale 16, qui est un nombre carré. Ajouter un 9, on obtient 25, qui est encore un carré. Ce que décrit Fibonacci, c'est la méthode que Proclus attribuait à Pythagore, mais sous une forme beaucoup plus naturelle. Pour Pythagore et ses successeurs, un nombre carré était un tableau d'unités ou de jetons. On passait d'un nombre carré au suivant en lui ajoutant ce qu'on appelait un gnomone, cet équerre rouge que vous voyez à droite. Et les gnomones sont forcément impairs, de sorte que la somme d'entiers impairs successifs à partir de l'unité est un carré. Vous le voyez sur la figure. Et s'il arrive que le gnomone soit lui-même un carré comme 9 sur la figure, on a construit un triplet pythagoricien. Voilà, le théorème de Pythagore, ce n'était peut-être que cela pour Pythagore, une manière de construire des triplets. On connaît des triplets pythagoriciens beaucoup plus anciens que Pythagore. Ce sont ceux qu'on trouve dans les tablettes mésopotamiennes. La plus célèbre est celle-ci, Plimpton 322. Vous voyez une colonne assez large à gauche, puis deux colonnes plus étroites, puis une colonne où le même signe est répété, enfin une dernière colonne qui numérote les lignes de 1 à 15. Regardez les deux nombres surlignés en bleu. Le premier est 1,59 en sexagésimal, soit 60 plus 59 égale 119 en décimal. Le second est 2,49, soit 169. Bien, calculer 169 au carré moins 119 au carré, vous obtenez 120 au carré. Le triplet 119, 120, 169 est un triplet pythagoricien. Eh bien, les 15 lignes de la tablette sont du même type. La seconde colonne contient le plus petit côté du triangle, la troisième colonne contient l'hypoténuse. Voici les valeurs décimales. La valeur A est le petit côté, la valeur C l'hypoténuse, celles qui sont données dans la tablette. La valeur du troisième côté, B, n'apparaît pas dans la tablette. Et dans chacun des 15 cas, c'est une valeur qui a une écriture sexagésimale simple. L'interprétation qui me paraît la plus réaliste est celle d'Eleanor Robson. Elle suggère que Plimpton 322 est tout simplement une liste d'exercices où, étant donné le plus petit et le plus grand élément d'un triplet pythagoricien, on demande de trouver l'élément intermédiaire. Et remarquez une fois de plus qu'il n'est pas question de triangle rectangle. La confusion entre triplets et triangles vient peut-être de ce que la plupart des illustrations du théorème de Pythagore se faisaient à l'aide de triplets entiers, et le plus souvent 3, 4
et 5. Regardez par exemple cette figure extraite d'une édition tardive du Zhubi Xuanjing, une des bases des mathématiques et de l'astronomie chinoise. La figure illustre ce qui est peut-être la démonstration la plus rapide et la plus élégante du théorème de Pythagore en toute généralité. Comptez les petits carrés sur la figure, elle représente des triangles de 3, 4, 5. Égypte, Grèce, Chine. Tiens donc, nous n'avons pas encore visité l'Inde. Dans la religion védique, certaines cérémonies sont célébrées devant un feu, allumé sur un autel. La forme de cet autel peut dépendre de l'objectif de la cérémonie. Certains autels, comme celui-ci en forme d'aigle, peuvent être assez compliqués. Comme tout a été codifié de longue date dans la religion védique, la forme, la construction et l'orientation des autels fait l'objet de règles particulières, les sutras. Et devinez quel nom on donne à ces sutras? Les Shulba Sutras, c'est-à-dire les sutras de la corde. Eh bien, ça y est, les voici nos tendeurs de cordes. Eux ne laissent aucun doute sur l'utilisation géométrique qu'ils font de leurs instruments. Voici ce qu'on lit dans les Shulba Sutras d'Apastamba, qui vivait environ un siècle avant Pythagore. Une corde de mesure donnée est augmentée de sa longueur. La longueur originale plus son quart constitueront la diagonale et le reste la largeur du rectangle. Donc, pour obtenir un rectangle, on mesure 3 quarts pour le petit côté, 1 pour le grand côté, 5 quarts pour la diagonale. À nouveau le triplet 3, 4, 5. Apastamba en donne d'autres d'ailleurs. Mais surtout, il énonce le résultat général suivant. Les surfaces produites séparément par la longueur et la largeur d'un rectangle égalent ensemble l'aire produite par la diagonale. L'aire produite, c'est le carré. En clair, Apastamba énonce le théorème de Pythagore. Il n'est pas question de démonstration, bien sûr. Ce sont des règles religieuses, on n'est pas chez Euclide. Eh bien voilà, on a fini par les retrouver, nos tendeurs de cordes. En attendant, on ne sait toujours pas à qui il faut attribuer le théorème de Pythagore. Et si on disait Euclide? Au moins, lui, il n'a pas confondu triplet pythagoricien d'entier et triangle rectangle. Il a donné un énoncé clair et une démonstration correcte. Oh, et puis, il y a peu de chances, je crois, que Pythagore proteste.